Sans plus attendre, c'est le sujet que vous attendez tous, les amis. Waouh, incroyable. Le sujet que vous attendez tous, on va parler du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a trahi encore. Oui, mais là, le Parti Socialiste a vraiment encore plus trahi que la dernière fois. Surtout que là, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont irréversibles par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils ont littéralement sauvé Sébastien Lecornu, et ça c'est assez nouveau quoi. D'aucuns diraient qu'ils avaient déjà sauvé le cul de Bayrou en janvier, mais le RN non plus ne votait pas la censure en janvier, donc c'était moins directement l'assurance vie du gouvernement et de la Macronie. Excusez-moi. Là c'est littéralement eux qui ont sauvé Lecornu et personne d'autre. Donc on va essayer d'analyser tout ça et voir, surtout on va pas faire tout le résumé de ce qui s'est passé. On va pas faire tout le résumé de ce qui s'est passé parce que bon, c'était déjà il y a quelques jours et on en a beaucoup parlé, mais moi ce que j'aimerais voir un peu c'est est-ce que au sein du PS c'est en train de foutre la merde et comment la place du PS au sein du reste de la gauche pourrait changer, comment ça peut rebattre les cartes d'un éventuel NFP, d'une éventuelle union de la gauche qui serait peut-être sans le Parti Socialiste. Moi c'est plutôt ça que j'ai envie d'analyser pour essayer d'imaginer un petit peu la suite. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre quoi. Voilà. Alors juste pour résumer très rapidement, le gouvernement de Sébastien Lecornu, tout le monde pensait que c'était finito, quoi, qu'il allait se faire censurer de fou. Le seul truc qu'il aurait pu faire pour ne pas se faire censurer, c'est ce qu'il a fait, c'est de proposer des choses au PS pour acheter une non-censure de la part du PS. Et donc c'est ce que Sébastien Lecornu a fait, en proposant je cite, une suspension de la réforme de retraite. Donc c'est une suspension, en vérité, il faut regarder un peu, parce que c'est une suspension qui n'est pas vraiment une suspension, c'est tempéraire. En fait, c'est plus un décalage de l'application de la loi qu'une suspension à proprement parler. C'est pas en mode, on revient tous à la retraite à 62 ans. C'est ce qui a déjà été fait et fait. Et pour certaines générations, on stoppe la réforme, et ça fait la génération 64 et 65 vont gagner 3 à 6 mois de retraite. Ça concerne 700 000 personnes en France, donc c'est vraiment pas fou. Hein. C'est vraiment pas fou. Et en plus, il semblerait, là est la douille, et c'est pour ça que faut voir comment ça va se passer à l'avenir. Il semblerait que cette abrogation de la réforme de retraite, ça soit une ligne, ça soit à l'intérieur du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le fameux PLFSS, donc ça soit dans le vote du budget. Et donc il faudrait, pour avoir cette suspension des retraites qui a été promise par la Macronie, il faudrait que le PS valide le budget de la Macronie. Car si le budget de la Macronie n'est pas validé par le PS parce qu'il est trop austéritaire, spoiler, ça va probablement être le cas, et ben ça veut dire que cette suspension de la réforme des retraites, elle n'est pas votée parce qu'elle est dans le budget. C'est un amendement dans le PLFSS, exactement. C'est pas une loi à part qui serait un peu sanctuarisée et qui fait que peu importe ce qui se passe en termes de budget, cette loi, il y aurait une suspension de la réforme des retraites. Donc il semble que le PS sont en train de se faire totalement couiller par la Macronie et qu'ils ont été bien gentiment en se disant non, c'est un pari à prendre, comprends, car ça permet de faire avancer les choses. Ils se sont fait douiller, ils se sont clairement fait douiller. Ils se sont fait douiller et la gauche n'est pas dupe. Et donc moi j'ai l'impression que ça éloigne vraiment le PS du reste de la gauche. On peut peut-être imaginer un NFP sans le PS à l'avenir. Même les écolos, même Marine Tondelier, elle est pas contente. Clémentine Autain, qui fait partie des unionistes aussi, elle a dit ça craint du cul fort. Personne n'est su à gauche au sein du NFP. Et même au sein du PS, c'est en train de se poser plein de questions. Et donc on va parler un petit peu de tout ça. On va parler d'Olivier Faure, on va parler un petit peu de Jean-Luc Mélenchon aussi, qui a fait un tweet très unioniste. On va essayer de penser un peu stratégie à gauche à partir de là, comment les cartes sont rebattues ou pas. Voilà, mais avant ça, pour cette histoire de ils sont en train de se faire douiller, on commence à avoir une preuve de plus en plus qu'ils sont en train de se faire douiller, mais qu'ils ont quand même été. Et c'est Maud Brejon, porte-parole du gouvernement, face à Marc Fauvel sur BFM TV, qui a un peu expliqué comment, effectivement, cette suspension de la réforme de la retraite n'était pas si garantie que ça. Notamment parce qu'elle est dans le projet de budget, elle est dans la loi budgétaire, dans le PLFSS, et que c'est pas une loi à part. Donc on va commencer à regarder ce petit extrait. Après on regardera comment Olivier Faure trahit ses électeurs. Et là on peut vraiment parler de trahison à 100%. Hein. Sur le trahison maître du PS, là on est à 95%, je pense. Hein. C'est difficile d'aller plus haut dans la trahison en réalité. Et ensuite on lira cet article de Mediapart, encore une fois, qui apparemment est très bien. C'est Oni Bakou qui me l'a conseillé, figurez-vous. Les 24 heures tourmentées du PS avancent à non-censure. Au sein du PS, il y a eu beaucoup d'hésitations. Et là, il y en a plein au PS qui se disent putain, on va se faire niquer en fait. On est con, pourquoi on a fait ça? Donc on va un peu regarder cet article. Et ensuite voir un peu ce que le reste de la gauche en pense, parce que si au sein du PS c'est la merde et que le reste de la gauche du coup n'a plus trop envie de travailler avec le PS, parce que là vraiment ils ont trahi leurs électeurs, ils ont trahi même le NFP, là ça pourrait être la fin de cette méta. Le PS a encore trahi, peut-être la dernière des trahisons qui serait définitive à voir. Mais ce que je vous propose, c'est de commencer avec cet extrait de Maud Brejon tout simplement. Voilà. Je suis désolé pour la toux, hein, ça va être compliqué, il faut que je boive de l'eau.
Maud Bréjon. Est-ce que vous pouvez, sur ce plateau, très simplement rassurer les Insoumis, le Rassemblement national, et ceux qui doutent aussi au Parti socialiste, et ceux qui doutent aussi aujourd'hui dans la majorité? On a vu des députés Horizon dire il y a une arnaque, il y a un loup. Est-ce que la suspension, vous prenez l'engagement que la suspension de la réforme des retraites aura lieu, quelle que soit la forme? Il n'y a absolument aucune entourloupe. Il y aura un amendement déposé, je peux même dire que cet amendement... Il n'y a absolument aucune entourloupe. C'est précisé par la Macronie. Hein. Alors Maud Bréjon, en plus, c'était une des plus vocales sur l'abrogation de la réforme des retraites. Parmi la Macronie, il y en a qui étaient prêts à reculer éventuellement là-dessus. On va dire les anciens du PS qui ont encore 1% de fibres vaguement sociales libérales en eux, il semblerait. Bon, ils étaient prêts éventuellement à reculer là-dessus. À côté, t'as ceux qui seraient plus qualifiés d'aile droite de la Macronie, souvent issus des Républicains, qui sont en mode genre, mais allez vous faire foutre avec la réforme des retraites, c'est notre bilan et on devrait même aller encore plus loin sur la réforme des retraites. Maud Bréjon, typiquement, elle fait partie des macronistes qui sont les plus pro-réforme des retraites de toute la Macronie. Alors après, c'est des détails, c'est des nuances infinitésimales. Hein. Ils sont tous globalement des gros libéraux de merde. On est d'accord avec ça. Mais Maud Bréjon, je veux dire, elle représente aussi cette sensibilité macroniste très libérale qui voudrait un peu privatiser la Sécu et tout, quoi. Donc que ce soit Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, nouvellement nommée, qui parmi tant d'autres dit « Il n'y a aucune entourloupe, faites-moi confiance », bah moi, ça me donne pas confiance, hein, personnellement. Sera déposé par le gouvernement parce que c'est nécessaire. Les groupes ne peuvent pas déposer un tel amendement. Voilà, sans rentrer dans le détail, ça doit être fait par le gouvernement. Et ensuite, les uns et les autres se positionneront dessus. C'est ça notre engagement. Et pardonnez-moi, c'est absolument majeur. Ça fait plusieurs années maintenant qu'ils nous réclament cette possibilité d'aller au vote. Donc on va aller au vote. Mais ça veut dire, Maud Bréjon, que pour Alors pourquoi ils disent « Oh, on aurait dû aller au vote ?» Ils nous réclament le fait de ne pas avoir été au vote. Effectivement, c'est un truc central, surtout pour le PS qui ne réclame quasiment que ça en réalité depuis le début. Et notamment, il y avait une niche parlementaire où ils voulaient voter l'abrogation de la réforme des retraites, savoir si on a abrogé la réforme des retraites, et il y avait une majorité dessus. Il y avait une majorité pour abroger la réforme des retraites. NFP plus RN étaient censés voter cette loi. Et donc, du coup, c'était pendant une niche parlementaire de gauche, je ne sais plus quelle partie exactement, aurait dû être votée, en toute logique, l'abrogation de la réforme des retraites. Pardon, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les macronistes? Les macronistes, ils ont fait de l'obstruction parlementaire. LFI, c'était pendant la niche parlementaire LFI. C'est bien ça, j'étais pas tout à fait sûr, mais c'était bien la niche parlementaire LFI. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les macronistes, à ce moment-là? Ils ont fait de l'obstruction parlementaire. Alors d'aucuns diraient que l'obstruction parlementaire, c'est un truc qui se fait, et c'est pas, les macronistes, c'est pas le seul à le faire, mais là, ils l'ont fait dans des conditions où c'était pas trop la tradition républicaine. Pourquoi? Parce qu'une niche parlementaire, c'est une seule journée. C'est une seule journée où un groupe parlementaire peut proposer ses lois, et c'est un peu en mode « Oh, LFI est à l'honneur aujourd'hui, ils peuvent proposer leurs lois, et on va les voter. » Donc faire de l'obstruction parlementaire pendant une niche parlementaire, c'est bloquer le processus pendant la seule journée où le processus existe. Donc ça craint, premièrement. Et puis deuxièmement, c'est le gouvernement qui a... Enfin, c'est le groupe parlementaire lié au gouvernement, le groupe présidentiel qui a fait l'obstruction parlementaire. Et ça, pareil, souvent l'obstruction parlementaire, c'est plus l'opposition qui en fait. Là, c'est l'obstruction parlementaire par la majorité présidentielle, entre guillemets, dans le cadre d'une niche parlementaire de l'opposition. Donc, ils ont fait l'obstruction parlementaire la plus antidémocratique qu'ils pouvaient pour empêcher le vote d'une éventuelle abrogation de la réforme des retraites. C'est ça qu'ils font la Macronie depuis le début. C'est ce niveau de douille qu'ils font par rapport à la gauche pour qu'on ne puisse pas, même pas discuter, ou en tout cas ne pas aller au vote sur cette réforme. Donc Maud Bréjon, elle arrive en mode, bah voilà, vous le vouliez votre vote, on va l'avoir, vous arrêtez de casser les couilles maintenant les gauchistes. S'il n'y a pas eu ce vote, c'est parce que vous êtes comportés de manière autoritaire et antidémocratique. Donc normalement ça va, c'est pas une faveur qui est rendue à qui que ce soit de juste pouvoir discuter d'un truc qui aurait déjà dû être discuté il y a 1 an et demi, quoi. C'est insupportable. La suspension de la réforme des retraites, il faudra voter l'ensemble du budget de la Sécu, y compris des mesures dont ils ne veulent pas. Pardonnez-moi, je pense aux socialistes. pas uniquement sur la question des retraites. Il faudra bien voter l'ensemble. On va devoir de toute façon trouver un compromis sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est ça que je veux dire. C'est bien un package. Tout va ensemble. Tout va ensemble. Donc si un compromis n'est pas trouvé sur les ajustements budgétaires à faire pour la France, sachant qu'ils veulent un budget d'austérité. Là, le budget de base qui va être amendé, qui va être discuté, c'est du Bayrou sans les 2 jours fériés. Mais sinon, c'est pareil. C'est le même budget de merde que Bayrou dont personne voulait, quoi. Donc on va devoir trouver un compromis sur la base d'un budget hyper autoritaire. Sans ça, il n'y aura pas de suspension de la réforme des retraites. C'est ça le deal avec le PS? C'est ça qui a suffi pour que le PS vende son cul à la Macronie et leur sauve littéralement la vie? C'est honteux! C'est honteux, quoi. Alors, Nota CC, bienvenue sur le live. Bonjour, première fois sur ce stream. Pour cette censure, je me sens extrêmement trahi. Ma députée est socialiste, mais je n'ai voté pour lui. Pour lui ou pour elle? Ma députée, je n'ai voté pour lui.
Bon, je sais pas. Mon député est socialiste, mais je n'ai voté pour lui que par l'accord NFP. Et on n'a pas la suite du message. Mais oui, voilà. Là, vraiment, il y a des gens qui peut-être jusque-là comprenaient un peu la strate du PS. Pour elle, ok, c'est une députée. Il y a des gens qui jusque-là comprenaient à peu près peut-être la strate du PS, ou en tout cas avaient dû voter PS pour le NFP. Là, c'est vraiment... Je vous dis, en termes de trahison, c'est... On dit tout le temps le PS a trahi, le PS a trahi. Oui. Mais là, je veux dire... Là, il y aura peut-être pas de retour en arrière possible. Parce que la dernière fois que vous avez laissé Bayrou gouverner, il y avait le RN qui laissait Bayrou gouverner. Donc en vérité, même en proposant... je veux dire, même en ne censurant pas... Ça n'aurait pas changé grand-chose. Surtout qu'ils étaient en échange de notre non-censure, on a eu le conclave sur les retraites. Ce fameux moment où Bayrou était censé ouvrir un grand moment de concertation nationale avec les partenaires sociaux. Ça n'a mené à rien. Tous les partenaires sociaux, à comprendre les syndicats, se sont barrés les uns après les autres. Il n'y a que le MEDEF à la fin et les syndicats patronaux qui sont restés. Donc c'était une énorme douille, comme Macron en fait tout le temps, souvenez-vous. Le grand débat avec les gilets jaunes, les cahiers de doléances. C'était de la douille macroniste, mais genre basique de chez basique. Et le PS a dit « Ah bah non, ce conclave n'était pas concluant, on se fout de notre gueule, on va censurer Bayrou ». Ils ont fini par ne pas voter la confiance en Bayrou il y a 3 semaines, 1 mois. Et là, il se passe quoi? Ils refont la même merde. La Macronie fait la même chose. La Macronie arrive et dit « Oh bah on va pouvoir voter ça à l'Assemblée, vous êtes contents, non ?» En mettant une douille directe parce que c'est pas clair. Et du coup, ça va être en passant par un budget qui, de toute manière, ils veulent austéritaire. Donc c'est la même chose. C'est en mode « On va pouvoir débattre de la retraite, c'est ce que vous vouliez, non ? En échange de quoi vous nous censurez pas ?» Ils se sont déjà fait douiller comme ça il y a 6 mois, ils repartent dedans. Ils repartent dedans, le PS. Et là, c'est les seuls. C'est les seuls à ne pas censurer. Là il n'y a pas le RN. Là, c'est les seuls sur laquelle la responsabilité de l'existence même de ce gouvernement repose. Donc là, on est sur un niveau de trahison, là, et je sais pas comment il y aura un retour en arrière possible pour eux, si jamais ils veulent. Si jamais au final ils finissent par censurer et qu'ils disent « Allez, on peut refaire le NFP, il y a dissolution de l'Assemblée nationale », ça sera pas entendable de la part des électeurs et de la part de leurs partenaires, entre guillemets, du NFP, entre guillemets. Donc ça, on en parlera un peu après, essayer de comprendre, essayer de voir peut-être à quel point c'est une restructuration de la gauche qui, en vérité, pour moi, n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle si ce budget passe, parce que le budget sera autoritaire et créera de la précarité auprès des Français. C'est pas une mauvaise nouvelle si le PS est en train de se flinguer politiquement et de s'ostraciser par rapport au reste de la gauche. C'est peut-être aussi un moment de clarification, et pour nous autres gauchistes, en vrai, c'est pas plus mal. Voilà. Bien sûr. C'est peut-être enfin le caillou Olivier Faure qui va dégager d'autres chaussures. Ah oui, moi je pensais honnêtement, je pensais qu'Olivier Faure était plus fin que ça. Honnêtement, je pensais qu'il était plus fin que ça et qu'il allait faire un peu plus languille, voter la censure, au moins pour rester perçu dans le camp de la gauche. Mais là, franchement, c'est très mauvais. Pour moi, c'est une très mauvaise décision stratégique qu'ils ont pris. Et quelque part, tant mieux. Et en vrai, c'est parfait. On a réussi à kick le PS sans perdre élevé. Un peu, hein. Un peu. C'est le moment de ressortir le schéma. C'est le moment de ressortir le schéma ou pas? Il est où? Allez, c'est le moment de ressortir le schéma. Ok, d'accord. Ça me va. Je veux bien ressortir le schéma, mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. Donc voilà. Actuellement, on est en tripartition. Moi, je pense que possiblement, un jour, ça deviendrait une quadripartition. Avec l'écroulement de la Macronie, il y a 2 blocs. Un plus social-libéral, comprenez François Hollande, Raphaël Glucksmann et compagnie. Et un plus droite, bourgeoise, réactionnaire. Pensez à, je sais pas, Darmanin et Bruno Retailleau, quoi. Voilà. Pour moi, l'effondrement du bloc macroniste va faire qu'on va se retrouver peut-être avec un schéma comme ça. Et toute la question, ça sera quel équilibre? Et bah là, en fait, peut-être que le PS a franchi le Rubicon et est obligé de se retrouver dans le bloc sauce-lib. Ok? Officiellement, séparé du reste du NFP. Mais si les écolos et le PCF restent au chaud avec LFI, et bah ça peut donner un truc comme ça, avec la vraie gauche qui est bien. Si les écolos et les PCF s'étaient barrés avec le PS en mode full trahison, ça aurait peut-être plus été comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Difficile avec Roussel. Roussel, il est mis hors jeu. Hein. Qui parle encore de... Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais les discussions sur que va faire le PCF dans ce cadre-là, on a plus entendu parler de Stéphane Peu que de Fabien Roussel. Fabien Roussel qui est quand même censé incarner le PCF, et Fabien Roussel a même été élu pour ça, pour rendre un peu sa gloire passée au PCF, et pour être une incarnation du PCF qui commençait à être vraiment effacée derrière l'incarnation de la gauche qui est Jean-Luc Mélenchon. Il est en train de se faire dépasser par Stéphane Peu, qui est même pas un personnage médiatique, quoi. Donc moi, je propose que, quand on parle en tout cas de magouille parlementaire, de stratégie et de tactique, Fabien Roussel, plus ça va, plus il parle en son nom. On s'en bat les couilles de Fabien Roussel, quoi. Voilà. Ah oui, non, mais les FAF, ça serait plus comme ça, hein, qu'on soit d'accord. Ça peut, en cas de dissolution, on peut se retrouver avec un truc qui ressemble à ça. Hein. On peut se retrouver avec un truc qui ressemble à ça. Mais du coup, vous voyez, si les écolos et le PCF se barrent trahir avec le PS, en gros, ça le mettrait dans le bloc sauce-lib et ça ferait qu'LFI serait toute seule dans la vraie gauche. Là, on peut se retrouver avec un truc qui ressemble plus à ça, pour la simple et bonne raison que les écolos et le PCF tiennent la ligne et restent au chaud avec LFI pour l'instant et critiquent
le PS. Parce que force est de constater que là, on est sur quelque chose qui est quand même de l'ordre de la trahison, quoi. Pour de vrai, pour de vrai. Alors, on finit avec Maud Brejon, et après, on passe à l'extrait suivant pour illustrer en quoi c'est n'importe quoi et en quoi Olivier Faure est en train de faire un move qui est pathétique en réalité, quoi. Pour avoir la suspension de la réforme des retraites, il faudra aussi voter la hausse des franchises médicales. Il va falloir qu'on trouve un compromis global qui permette de maintenir l'équilibre financier. Donc il y a bien un petit loup, un louveteau. Qui permette de maintenir l'équilibre financier. Un louveteau. Non, il n'y a pas de loup. Non, je vous jure, il n'y a pas de loup. Non, il n'y a pas de douille. On va l'abroger, cette réforme. On va la suspendre, la réforme des retraites, si on la vote dans le PLFSS. Il n'y a pas de douille. Je suis désolé. Bon, encore une fois, nos louveteaux, bon. Elle a l'air de se justifier beaucoup, hein. Pour quelqu'un qui ne serait... Normalement, n'est pas censé se justifier, quoi. Ah là 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 là. D'ailleurs, c'est un peu triste que ce soit Stéphane Peu qui prenne la lumière et pas Elsa Faucillon au PCF. C'est que Stéphane Peu est président du groupe parlementaire du PCF, hein. Donc il a ce rôle-là. Quand ça parle de est-ce qu'on vote la censure ou pas, etc., bah oui, Stéphane Peu, il joue son rôle de président de groupe parlementaire GDR, groupe démocrate et gauche démocrate et républicaine, qui est le groupe du PCF, avec pas mal d'ultramarins dedans aussi. Tous les députés ultramarins de gauche, pour beaucoup, ils sont dedans. Bref. Et Elsa Faucillon, c'est un peu différent. Mais moi, j'aime bien Elsa Faucillon, elle est cool. Elle est vraiment cool, Elsa Faucillon. Elle est sur une ligne anti-Roussel depuis le début au sein du PCF. Pour moi, l'espoir d'une régénérescence du PCF par rapport à Roussel, là, pour moi, c'est du côté d'Elsa Faucillon qu'il faut aller regarder, quoi. Mais Stéphane Peu, là-dessus, il tire la ligne dans le cadre parlementaire, très bien. Il n'y a rien à redire. Et Yann Brossat, j'aime un peu bien, mais il n'est pas si anti-Roussel que ça en réalité. Mais par contre, ouais, il a des bibis, hein. On l'a vu torse nu, le mec pousse à la salle, hein. Vraiment énorme et sec, hein. Assez impressionnant. Faut oublier Fabien Gay aussi, directeur de l'UMA et sénateur, qui a dirigé le rapport des aides aux entreprises. Solide le gars. Ouais, de toute façon, Fabien Gay, je le critique plus, c'est quasiment mon patron maintenant, hein. Moi, je suis corpo, hein. Si je commence à taper sur Fabien Gay alors que je bosse avec l'UMA, non, il va me mettre un coup de pression dans un coin, il va faire bon, ok, Ribaud là. T'as cru que t'allais faire le malin, petit dans insoumis de je sais pas quoi là? Déjà, le train de la hype là. Nous, on pensait que t'allais faire un train de la hype niveau 10 sur notre live. Les gens, ils donnent pas là. Nous a vendu comme ouais, c'est le champion des trains de la hype, il utilise trop bien Twitch. C'est quoi cette merde? On aurait dû bosser avec des plus gros, quoi. Pourquoi on aurait dû aller chercher Klebovic, en fait? Il va me prendre, il va mettre un coup de pression si je commence à le critiquer. Donc non, moi je critiquerai pas Fabien Gay, je suis corpo. On ne mord pas la main qui te nourrit. Exactement. Non, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Moi, j'ai fait la première émission, ça y est, Zach. C'est sur le truc de l'UMA. Attendez, je peux essayer de le retrouver, bougez pas. J'en reparle. Ctrl-P, c'est ça? Non. Ctrl-B? Non. Bon, je sais plus, peu importe. Mais voilà, j'ai fait la première. Bah, tu peux aller sur la chaîne YouTube de l'Humanité. T'auras un petit replay. C'était très bien. Klebovic à l'UMA, c'est dans une autre réalité, ça. Bon, je sais pas, à voir, hein, mais. C'est vrai, je sais pas. Non, je pense pas que ça arrivera. Bref. Non, ça s'est très bien passé, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça s'est vraiment très bien passé. C'était cool. Maud Brejon, est-ce que Maud Brejon, tu vas la fermer? C'est cette émission qui m'a amené sur ton stream. Trop bien. Trop cool, Nota ACC. Trop cool. Ça fait plaisir, comme quoi tout ça marche bien, tout ça fonctionne bien. Everything according to my kekaku, bien sûr. Oula. Bon, allez, bref, on reprend sur le PS. Donc voilà, un truc qui illustre très très bien cette énième trahison du PS qui, là, franchement, là, ils peuvent plus se cacher. Comment ils vont se remettre de ça médiatiquement et par rapport au reste de la gauche, je ne sais pas. Regardez ce qu'a dit quand même Olivier Faure. C'est une dinguerie de dire ça. Du NFP. Non, Emmanuel Macron n'a jamais eu raison de ne pas entendre ce que lui disaient les Français. Mais ce que ce gouvernement a compris plus que les autres, c'est qu'il ne pourrait pas gouverner comme les autres l'ont fait précédemment. Ils ne pourront plus procéder avec le 49.3. Ils ne pourront plus avancer. Ça, c'est le truc du 49.3, parce que oui, comment ils ont acheté Comment a été acheté le PS à bas prix? C'est ce fameux truc de suspension de la réforme des retraites et l'engagement que le 49.3 ne serait pas utilisé dans le cadre des discussions budgétaires. Sauf qu'il y a d'autres trucs que le 49.3 qui peuvent mettre une douille à la fin. Il y a la commission mixte paritaire, il y a des ordonnances si au bout de 70 jours ça n'a pas été décidé, etc., etc. Il y a d'autres trucs que le 49.3. Et il y a d'autres moyens de douiller la démocratie française, même sans utiliser le 49.3. Il y a l'article 47 qui fait qu'on n'a pas le droit de faire, dans l'article 40, qui fait qu'on n'a pas le droit de faire de hausse de dépenses, sauf dans un certain cadre. Il y a l'article 47 qui fait que je sais plus quoi.
C'est un peu compliqué. Moi, je suis pas un spécialiste en droit constit, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a d'autres douilles et ça va arriver très très fort. Et moi, je pense que le PS va continuer à faire son jeu d'équilibriste, c'est-à-dire ah bah non, on se désolidarise du nanani nanana. Mais je veux dire, après ce move-là, ils seront inentendables pour être considérés comme dans le même bloc que le reste du NFP, quoi. Voilà. Surtout que regardez ce qu'il dit sur le NFP. Écoutez ce qu'il va dire là, c'est une dinguerie. Sous la contrainte du parlementarisme rationalisé. Et donc, chaque parlementaire sera désormais maître de ses votes. C'est un changement substantiel et c'est la raison pour laquelle nous acceptons de rentrer dans le débat. Ça ne veut pas dire que nous partageons le point de vue du gouvernement. Ça veut dire que nous sommes simplement prêts à assumer un débat parce que nous sommes des parlementaires. Et un parlementaire, il représente, il a reçu un mandat de ses électeurs. Nous allons défendre notre mandat. Nous allons défendre ce que nous avons, les raisons pour lesquelles nous avons été choisis, mais nous n'accepterons pas évidemment la copie gouvernementale. Là, écoutez, le NFP, donc la journaliste commence à parler du NFP. Écoutez ce qu'il va dire, là c'est fou. Vous verrez bien, non mais arrêtez avec l'histoire du NFP. Pardon ? Arrêtez avec l'histoire du NFP ? T'as littéralement été élu sur la base d'un programme NFP et sur la base d'une alliance électorale qui s'appelait le NFP, le Nouveau Front Populaire. Quand le NFP a été formé, en dessous des fenêtres où toi-même tu faisais les négociations avec LFI et les autres pendant que Raphaël Glucksmann était là à faire son interview de con là, il y avait littéralement tes soutiens sous tes fenêtres qui criaient « Ne nous trahissez pas ! Ne nous trahissez pas ! NFP ! Union ! Union !» Et qu'est-ce qui se passe, Olivier Faure ? Il est en mode « NFP, arrêtez de me saouler avec ce gars !» Non mais sérieux ? C'est quand même de la folie quoi ! Qu'Olivier Faure se sente légitime à dire « Arrêtez de me parler du NFP !» Ah bon ? Bah non, on va pas arrêter. C'est justement parce que tu as été élu sur la base d'un programme NFP, sur la base d'une alliance électorale avec des partenaires de gauche et sur la base de l'idée même de l'union et de la force que c'est censé amener à gauche, etc., que là, on peut dire que c'est de la trahison. De la vraie trahison, plus, quoi. On est à 95% sur le trahison-mètre, là. C'est chaud, hein. C'est chaud. Je veux dire, comment ils vont revenir de cette séquence ? Comment ils vont revenir de cette séquence s'ils veulent encore être intégrés dans le bloc de gauche ? Pour moi, c'est un peu finito. Pour moi, c'est un peu le moment de liquider le PS, en réalité. Et vous allez voir juste après, je pense que LFI, d'ailleurs, ne pense pas le contraire. Mais nous allons défendre dans l'hémicycle, qu'est-ce que nous allons défendre dans l'hémicycle ? Nous allons défendre ce que nous avons défendu devant nos électeurs. Quand nous suspendons la réforme des retraites, que faisons-nous sinon répondre d'abord à des gens qui ne voulaient plus de la réforme Borne ? Bah, dans le programme, c'était pas écrit suspension temporaire en attendant 2027 de la réforme des retraites inscrit dans le PLFSS et conditionné à l'acceptation d'un budget macroniste. C'était écrit dans le programme du NFP, ça ? Il n'y avait pas écrit retraite à abrogation immédiate de la réforme des retraites et retraite à 60 ans ? C'était plus ça un peu le deal. Hein. C'était quand même un peu plus ça. Hein. Et encore une fois, ça c'est le seul truc qu'ils ont vaguement obtenu et ils vont travailler sur la base d'un budget qui est austéritaire, vénère. Sur la base d'un budget qui est très très proche du budget auquel ils n'ont pas accordé la confiance, le budget de Bayrou. Donc je veux dire, la douille, quoi, la taille de la douille, mais pitié, quoi. Pitié. Donc liquidons le PS une bonne fois pour toutes. Là, c'est le moment. Moi, je vous disais souvent, hein, je pense que le caillou Olivier Faure va rester un peu plus longtemps dans notre chaussure. Je pense qu'il est un peu trop fin stratège pour se suicider politiquement comme ça. L'heure n'est pas encore là pour liquider le PS, pour que la gauche liquide le PS, pas juste LFI. Bon, là, il est temps. Hein. Là, il est clairement temps. Hein. Et après, il y aura... puisque la suspension ne vaut que jusqu'en 2028, entre les deux, il y aura une élection présidentielle. Cette élection présidentielle remettra les horloges à l'heure, si j'ose dire. Arrêtez avec... Ils seraient pas un peu en train de préparer leur présidentielle, ceux-là ? Drôle de vision de la démocratie. Après, non, ça dépend. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. La présidentielle. Donc, il y a une théorie, et moi, je pense que c'est un peu celle-là. C'est que là, en gros, ils se sont dit, OK, la Macronie est en train de clamser. Bah, je vais ressortir le schéma. C'est déjà ce qu'on a un peu dit avec le schéma. Ils se disent, la Macronie est en train de clamser. Si la Macronie clamse, on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble un peu à ça. L'extrême droite, la droite, le centre-gauche social-libéral, on va dire, et la vraie gauche. T'es plus unioniste, du coup ? Si, et on verra ça juste après. Mais justement, let me cook. C'est là que ça devient intéressant. Et donc, ils se sont dit, bon, si la Macronie meurt, la Macronie va se disloquer, il va y avoir un nouvel espace électoral qui correspond au PS, à Raphaël Glucksmann, à François Hollande, à Place Publique, tout ce beau monde-là. Ils se disent, bon, peut-être qu'on a plus de chance à une éventuelle présidentielle. Dans la restructuration à venir, on a plus de chance si on vient dans le bloc social-libéral plutôt qu'en restant dans le NFP avec LFI qui va nous grailler petit à petit, quoi. Et donc du coup, c'est peut-être aussi l'annonce qui ne dit pas son nom, que le PS prévoit de sortir de ce qu'on appelle effectivement le NFP pour aller dans un bloc social-libéral qui est en train de renaître peut-être. Parce que la Macronie avait fusionné ces deux blocs-là, avait fusionné en gros le PS et LR. Vous voyez ce que je veux dire ? L'UMPS.
Et ben là, si ça se redisloque, d'un côté on aura des Darmanin et des Maud Brejon, de l'autre côté on aura des Agnès Pannier-Runacher et peut-être Gabriel Attal, peut-être Elisabeth Borne. Si ça se restructure comme ça, le PS, là il aura sa place au show ici. Et c'est peut-être d'ores et déjà sa stratégie à l'avenir. Donc peut-être qu'en fait il en a rien à foutre du LFP parce qu'il a prévu d'ores et déjà de ne pas évoluer dans ce bloc-là. Ce qui laisserait dans le bloc que moi j'appelle vraie gauche, déjà ça pourrait l'élargir comme ça si tout se passe bien. Et moi je pense qu'on a les idées et le sens du vent de notre côté, premièrement. Moi je suis dans ce bloc. Et deuxièmement, ça fait que dans ce bloc-là, LFI se retrouve assez hégémonique. Et en fait, les écolos et le PCF se retrouvent avec LFI sans le PS. Et donc, du coup, LFI est quand même hégémonique dans le bloc de la vraie gauche. Ce qui correspond à un fait très simple, c'est que LFI porte la gauche sur ses épaules depuis 10 ans. Donc tout ça est assez logique. Everything in the right place. Et je vais appuyer ce que je suis en train de dire par cette communication, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai même pas tweeté et RT, mais je vais le faire maintenant. Regardez ça. Jean-Luc Mélenchon en arc full unioniste. Jean-Luc Mélenchon égale Tondelier. Regardez l'unioniste. Ouah, Mélenchon l'unioniste. Oui, LFI, c'était pas 10 ans, c'était le front de gauche avant. Peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Une nouvelle fois, LFI, PCF, ELV et Génération ont fait bloc à l'Assemblée nationale contre Manu Max. Une résistance unie face au macronisme existe. Pas de soumission à Lecornu, pas de résignation à Macron. Que la Macronie finisse. Son unionisme le rend d'élu, tu trouves ? Non, moi au contraire, je trouve que c'est un fin stratège et un très bon tacticien. Que la Macronie finisse, donc là ça s'inscrit dans la tradition dégagiste de Jean-Luc Mélenchon, qu'ils s'en aillent tous, c'était un de ses bouquins en 2015, un truc comme ça. Et donc là il est en mode LFI, PCF, ELV et Génération. Il n'a pas parlé de l'après. Donc l'après, vous savez, c'est Clémentine Autain, Alexis Corbière et tout, c'est ceux qui ont été exclus de LFI, mais il a parlé de Génération, alors que c'est un tout petit groupe, c'est même pas un groupe parlementaire, mais c'est un tout petit truc. Et dans Génération, il y a Benjamin Lucas. Et depuis le début, je vous dis, Benjamin Lucas, député de la 8e circonscription des Yvelines de Mantes-la-Jolie, certes, il a Génération, certes, c'est un amoniste, certes, il est dans le groupe écologiste, mais vous me gardez un œil sur celui-là, vous me surveillez celui-là. Est-ce que ça sera pas aussi un des artisans d'une espèce d'union saine à gauche sans le PS ? Moi, je pense que oui. En tout cas, voilà, ça fait partie de ses profils aussi un peu à la Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui en ce moment est en mode super pote avec Alma Dufour. Il y a une vidéo YouTube où elle s'envoie des SO, elle s'en mode genre ouais, trop bien Sandrine, yes, Alma, trop bien, on est trop copines, alors qu'elle est chez les écolos. Il y a des profils comme ça qui sont ouvertement pour Sandrine Rousseau, à demi-mot pour Benjamin Lucas de Génération, des profils qui sont en gros pour une union de la gauche autour d'une ligne de rupture, autour d'un vrai projet de rupture. Ce projet de rupture, il est porté par LFI et par personne d'autre jusque-là, quoi. Donc moi, c'est ça l'union de la gauche que je voulais. Je suis en mode, les meilleures conditions pour une éventuelle victoire de LFI sur des échéances électorales, que ce soit avec Mélenchon à la présidentielle, que ce soit pour des législatives anticipées, que ce soit même pour des municipales, en fait, peu importe. Je pense qu'une union de la gauche, avec LFI dedans, sans le PS, banger en vrai. Banger de fou. Et l'histoire d'amitié entre Guettet et Tondelier, oui, bon, après, faut se méfier de tout ça, mais moi, ça me refait penser à tout ça et je me dis, est-ce qu'on n'est pas prêt pour ça, un NFP sans le PS ? Et Mélenchon semble être prêt pour ça. Il cite LFI, PCF, ELV et Génération. En mode, on a fait bloc, bravo. Il parle quand même de résistance unie face au macronisme. Cette résistance unie existe, cette union existe. Pas de soumission à Lecornu, pas de résignation à Macron. Donc là, il est en train de dire, voilà, il y a les traîtres, c'est le PS, les autres, on est ensemble. On est resté fidèle au NFP, let's go, l'union. Parce qu'aussi, l'union, c'est stratégique. L'union, c'est porteur politiquement en réalité. Voilà. Mais le PS, un peu moins. Donc est-ce qu'on arrive enfin à cette situation de enfin on s'est débarrassé du PS, maintenant l'union de la gauche, on n'a même plus besoin d'inclure le PS dedans, let's go, et à la limite s'il y a quelques traîtres au PS, venez les dissidents, venez les frondeurs, cassez-vous du PS, sabotez-le de l'intérieur, et on y va. Ça serait bien. Ça serait incroyable, non ? Je sais pas. Mais voilà un peu mon analyse de la situation sur l'avenir de la gauche. Moi, je trouve que ça sent un peu bon pour nous, cette histoire, pour nos autres vrais peuples de gauche et pour les insoumis. Est-ce qu'on serait pas enfin débarrassé du PS dans cette histoire? Je sais pas, à voir. Tondelier, j'ai zéro confiance, elle mange à tous les râteliers, même place publique. Alors, c'est vrai que sur Tondelier, je me méfie. La Tondelier, elle a dit franchement, move de merde du PS. Elle a critiqué le PS sur ce move-là. Mais est-ce que si le PS finit par censurer, Tondelier va pas finir par dire allez, on se réunit tous ensemble finalement? Moi, ça me ferait chier. Là, il va falloir mettre une pression aux écolos pour dire vous n'êtes pas des traites et vous voulez aller avec les traites, là, ça va 5 minutes. Et donc, c'est là que toute cette théorie de la clébardisation va se mettre en place. Voilà, bref. Une nouvelle théorie de la part de Onibaku, la théorie de Agario. Oui, est-ce que c'est Agario? C'est un jeu où tu dois manger des petits microbes, ta boule est grossie, et après tu manges des boules un peu plus petites que toi pour à la fin être la plus grosse boule, le plus gros microbe. Donc, il y a un peu cette idée-là. Quelle est la taille des différents blocs? Comment on peut phagocyter l'un l'autre? Dans le cadre de, par exemple, une présidentielle, ou ce genre de choses. Donc là, en gros, t'as le bloc
NFP, si au final LFI reste au chaud avec les écolos et le PCF, ça fait déjà une grosse boule. Ça fait déjà un gros microbe. Il peut aller manger le microbe d'à côté. Et en gros, il faudrait que LFI et, on va dire, le cadre ou l'accord dans lequel s'inscrit LFI, le bloc autour de LFI, soit le plus gros possible pour pouvoir aller manger l'autre bloc d'à côté, qui est juste un peu plus petit. Donc en gros, là, le PS, en salle coquinant avec des connards centristes, pourrait finir par grossir un peu, mais moins que le bloc qu'on va appeler NFP, dans lequel LFI serait majoritaire. Donc faire grossir la boulasse NFP, dans lequel LFI, en vérité, est absolument majoritaire. C'est comme si LFI phagocytait, entre guillemets, un peu les écolos et le PCF. Ça donne une boule qui est assez grosse. À côté de ça, il y a le PS qui essaye d'aller grailler un peu quelques trucs de la macroniste. Et dans le cadre d'un second tour, exactement, dans le cadre d'un second tour à la présidentielle, par exemple, la grosse boule NFP mélenchonisée va aller bouffer la assez grosse boule, quand même aussi, PS, place publique de merde, dans le cadre d'un second tour pour tenter d'arracher une majorité, ce qui est loin d'être gagné, quoi. Mais si on veut vraiment réfléchir stratégie, coup de billard à 3 bandes, politique-fiction pour la présidentielle, en vérité, s'il y a ce bloc NFP autour de LFI qui prend sans le PS, très bien. Le PS continue de grossir en allant grailler un peu place publique en récupérant des déçus de la macroniste. Le but, c'est pas de s'allier avec eux, mais c'est dans le cadre d'un second tour, dans le cadre d'un barrage républicain, au moins récupérer cette boulasse-là et la phagocyter pour peut-être à la fin avoir une boulasse, un microbe qui est équivalent à peu près 50% du corps électoral. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas très clair. Un jour, on fera un nouveau schéma. Il mange les boules de qui, Mélenchon? De personne. Je ne mangerai pas les boules d'Emmanuel Macron. Mais le PS peut grossir, plus personne veut d'eux, non. Et mais non. Et non, Jamy. C'est parce que là, vous pensez en tant que comme et femme de gauche. Mais il y a toujours un électorat centriste qui veut une forme de stabilité, mais pas de fascisme non plus. Et au final, l'éventualité Glucksmann, Hollande, PS, Gabriel Attal d'une certaine manière, déçu du macronisme, il y a des gens qui sont séduits par ce truc-là, qui sont pas de gauche, mais qui sont pas des droitards non plus. Donc ils sont en mode, oh les droitards quand même, ils font peur en ce moment, ils deviennent tous fachos. Oh par contre, les filles, la gauche, ils vont faire n'importe quoi, ils vont ruiner le pays. J'aimerais des centristes qui soient pas trop fachos. Et bah c'est le PS en gros, quoi. C'est des centristes qui sont pas trop fachos, des modérés. Et c'est un peu aussi en se présentant comme ça qu'il a gagné Macron en 2017 pour l'élection présidentielle. Il est en mode genre, moi je suis un gros capitaliste, je m'inscris dans la modernité libérale, il y a aucun souci là-dessus. Voilà, la France sera compétitive avec moi, mais je suis quand même un peu progressiste, je suis pas le gros des raslards et je suis pas un fasciste. Donc votez pour moi. Sauf que il s'est dévoilé comme étant un gros fasciste. Attal et sa fixette sur la baya, pas facho. Bon, je suis d'accord, il y a un truc de fascisation au sein de Gabriel Attal, même dans son rapport à l'autorité, tout le discours qu'il a eu là-dessus. Mais tout ça, c'est aussi un jeu de posture. Si Gabriel Attal se dit en m'alliant avec Place Publique, je peux sauver mon cul de politicien, peut-être qu'il aura un discours un peu plus progressiste, quoi. C'est que c'est un jeu de posture et que c'est un jeu de merde, quoi. Sur Gabriel Attal, je suis pas sûr, mais il y a ce qu'on appelle l'aile gauche de la Macronie. Il y a des gens comme Elisabeth Borne, artisan qui a défendu la réforme des retraites et Madame 49.3, ou Agnès Pannier-Runacher, la grosse bourgeoise qui dit sur la ligne de production, c'est pour la magie. Hein. Donc bon, l'aile gauche de la Macronie, Place Publique, tout ça, c'est des couillons. C'est des couillons. C'est pas des gauchistes solides, mais ils pourraient essayer de se rebrander comme étant les nouveaux sociolibéraux, un peu progressistes et pas trop fachos, quoi. Ça pourrait prendre auprès d'un certain électorat, on va dire petit bourgeois centriste. Voilà. Bref, tout ça pour dire, moi je trouve que ça peut sentir bon pour la gauche. C'est peut-être pas la reformation directement du NFP là tout de suite, mais à voir. En tout cas, les cartes sont rebattues. Et moi, je pense que c'est le moment un peu de liquider le PS. Et je pense que LFI et une partie de la gauche sont peut-être chauds pour là commencer à aller vers une union, mais sans le PS, qui serait du coup autour de la ligne de rupture portée par LFI. Et moi, je vois quand même ça d'un bon oeil. Pensez à vous abonner, la chaîne de VOD, tout ça. Bisous. De plus en plus pourri, hein, mes outros. Je vais arrêter de faire ça à un moment donné.